bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fondamental et pourtant souvent sous-estimé, la mise en place de l'allaitement. Parce que très souvent, quand les difficultés apparaissent, elles prennent racine, dans les toutes premières heures de la vie. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Aurore, sage-femme et consultante en lactation IBCLC. Aurore, sage-femme sur les réseaux, experte d'un allaitement maternel nuancé et choisi. Aurore accompagne les parents au plus près du réel, avec beaucoup de finesse et de bienveillance, et elle partage énormément d'outils concrets pour vivre l'allaitement de façon plus sereine. Dans cet épisode, on va parler des premières tétées, du pot à pot, de l'expression manuelle anténatale et péripartale, des difficultés les plus fréquentes en début d'allaitement et surtout, des conseils très pratiques qu'Aurore donne à ses patientes. Que vous soyez en fin de grossesse, en tout début de postpartum ou simplement curieux ou curieuse de mieux comprendre ce qui se joue à la naissance, cet épisode est pour vous. Et n'hésitez pas à prendre des notes pour noter dans votre projet de naissance. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Un grand merci Aurore d'être à notre micro aujourd'hui. Alors on t'a contacté car on trouve que chacun de tes posts Instagram est juste d'utilité publique en fait. À chaque fois ça résonne pas mal entre nous. Mais elle a écrit exactement comme je voudrais écrire mais je n'y arrive pas. Et merci. Vraiment d'utilité donc, pour nous et aussi vraiment pour les mères allaitantes et les mères en général. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui te découvrent, nous dire ce que tu as envie de toi, de ton métier, de ton parcours, de ta famille, de ton histoire d'allaitement ou pas? Ça fait déjà beaucoup de questions. Merci pour l'invitation. C'est la toute première fois que je fais un podcast. Je suis super contente que ça soit avec vous. Alors moi, je suis Aurore. Je suis sage-femme depuis 2011 et à la naissance de ma première fille en 2013, j'ai un peu dégringolé. Je me suis dit que l'allaitement, ça allait aller, que j'étais sage-femme quand même, que ça allait le faire. Et ben non. Pas du tout. Ça a été un début très, très, très compliqué où je saignais tellement que ma fille régurgitait des caillots, que chaque mise au sein, c'était l'enfer absolu. Et je me suis dit deux choses. Je me suis dit qu'on ne pouvait pas aussi mal accompagner les femmes. Et je me suis dit aussi, mais comment elles font celles qui ne sont pas sages-femmes? Parce que vraiment, il y avait un truc où je me suis dit, si moi, avec toutes mes compétences, ça ne fonctionne pas, comment font les autres qui n'ont pas la chance d'avoir mes compétences et d'avoir que des amies sages-femmes, etc. Et à partir de là, moi qui aimais pas trop l'allaitement à la base, c'est vraiment devenu mon cheval de bataille. Je me suis vraiment dit qu'il fallait faire quelque chose. Et puis à la naissance de ma deuxième, 5 ans plus tard, j'ai fait la formation de 1 an de consultante en lactation à Namur parce que j'étais en congé maternité et puis que j'ai pu aménager mes horaires. Et donc j'ai amené ma fille avec moi sur les bancs de l'école pour apprendre ça. Et puis il a fallu encore attendre la naissance finalement de ma 3e fille. Donc 10 ans après la première, pour que vraiment je me dise ok, là j'ai vraiment envie de faire des consultations d'allaitement et donc voilà, j'ai ouvert des consultations d'allaitement à l'hôpital et en indépendant et voilà, et à partir de là j'ai vraiment davantage investi l'allaitement qu'en réalité j'avais déjà beaucoup investi avant, beaucoup appris avant, beaucoup pratiqué aussi. Là je suis dans ma 10e année d'allaitement. Donc voilà, au niveau personnel aussi, j'ai été confrontée aux difficultés qu'on peut rencontrer plus classiques, aux remarques des gens, au regard des gens, au manque de soutien de l'entourage. Et ça a participé aussi à construire mon idée que l'allaitement, c'est pas facile. L'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas du tout instinctif. Que l'allaitement, c'est très solitaire. Déjà parce qu'on est la seule personne à pouvoir allaiter, mais aussi parce qu'en fait, on se sent très peu soutenu dans notre quotidien. Et que l'allaitement, c'est un privilège. Je pense vraiment que tout le monde ça demande énormément de ressources physiques, matérielles, psychiques
pour y arriver dans nos sociétés, parce que rien n'est fait pour soutenir l'allaitement. Et donc, mon approche de l'allaitement, c'est vraiment quelque chose de nuancé et de choisi. Je ne serai jamais une ayatollah de l'allaitement. Pour moi, on ne doit pas allaiter à tout prix, parce qu'il y a des prix qui sont vraiment trop chers payés pour l'allaitement. Et c'est un peu cette approche-là que j'essaye de donner sur Instagram. Voilà. On va te prendre en troisième hôte du podcast, non? J'avais dit qu'elle résumait bien tout ce qu'on essayait de dire des fois, mais... Et tout ce on te rejoint complètement dans tout ce que tu dis. C'est l'origine du podcast, c'est d'avoir voulu parler d'allaitement de façon nuancée et sans le promouvoir à tout prix, parce que moi j'ai souffert de certains discours. Bref. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton compte Instagram, du coup? Enfin, un peu tout ce que tu viens de dire, j'imagine. Eh bien, pas du tout. Non, en fait, j'ai eu la chance d'être contactée par la coordinatrice du centre PEPS Périnat où je travaille en tant qu'indépendante. C'est elle qui m'a demandé de rejoindre l'équipe. C'est grâce à elle vraiment que j'ai ouvert ces consultations d'allaitement à la base. Et en fait, là, on m'a dit, il faut que tu ouvres un compte Instagram parce que maintenant, la pub, etc., tout se fait sur Instagram. Si tu veux te faire connaître, c'est par là qu'il faut aller. Du coup, je me suis dit, OK, bon, d'accord. Et voilà, j'ai un peu lancé ce compte au lance-pierre. Et puis, je me suis dit que j'avais envie de faire passer certains messages que je trouve qu'on lit un peu trop peu par rapport à l'allaitement. Je trouve que de manière générale, les sujets périnates sont assez clivants sur Instagram et que c'est un peu noir ou blanc. Et moi, j'avais envie d'amener du gris, même si parfois je me dis, je rajoute du bruit, il y a plein de bruit, est-ce que c'est vraiment pertinent? Et pourtant, je continue. Et j'ai eu la chance d'avoir un chouette retour, donc ça m'encourage à continuer aussi. Ah bah oui, continue. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de bien démarrer un allaitement, qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement? Après, on va dérouler point par point le bon démarrage de l'allaitement, mais si tu peux nous dire concrètement, un peu globalement, ce que tu en penses de ce que c'est de bien démarrer l'allaitement. Alors, je vais essayer de résumer. Je crois que je pourrais parler de ça pendant 2 jours. Bien démarrer l'allaitement, pour moi, c'est déjà avoir reçu les informations pour que ça soit un vrai choix libre et éclairé. Et je pense que très souvent, ce n'est pas le cas. Très souvent, on a envie d'allaiter parce qu'on sait qu'allaiter, c'est important, mais on ne reçoit pas les bonnes informations. Et du coup, on se retrouve à allaiter, notamment en madone classique, dès la maternité, alors que c'est une position qui est plutôt déconseillée pour le démarrage de l'allaitement. Et on se retrouve vite à induire des problèmes d'allaitement. Donc ça, pour moi, c'est pas bien démarrer son allaitement. On n'a pas reçu les informations qui permettent de comprendre la physiologie de l'allaitement et pouvoir... Donc la physiologie de l'allaitement et la physiologie de la lactation, parce que ce sont 2 choses différentes. Et c'est déjà là, je trouve que le bât blesse et qu'on ne peut pas le démarrer correctement. Et donc, pour moi, bien démarrer l'allaitement, c'est accompagner correctement la lactation, qui est un processus involontaire, et accompagner correctement l'allaitement, qui est un processus volontaire. Voilà, si je dois résumer. C'est très bien dit. Alors, on t'en parle, ça passe donc par une préparation en amont. Là, on va s'intéresser vraiment au démarrage minute 1, ce qui va se jouer finalement dans les premières heures. Aurore, est-ce que tu peux nous dire pourquoi les premières heures de vie sont importantes pour la suite de l'allaitement? Oui. Alors dans les premières heures de l'allaitement, c'est vraiment le démarrage de la lactation. Il y a eu une petite étude pilote qui a été faite en 2012, il me semble, qui a montré que si on avait une stimulation dans l'heure qui suivait la naissance versus une stimulation 1 heure à 6 heures après la naissance, eh bien la quantité de lait 6 semaines plus tard était très très différente. On avait presque un demi-litre de différence entre les personnes qui avaient stimulé dans l'heure qui suivait la naissance et les personnes qui avaient stimulé 1 à 6 heures après la naissance. Et pourquoi est-ce que ce moment il est important? Alors moi je le dissocie aussi souvent de la première tétée. Je dis évidemment, cette première tétée, elle est à accompagner au maximum, mais si cette première tétée n'est pas faisable, eh bien, il faut accompagner la lactation. Si l'allaitement ne se fait pas, accompagnons la lactation malgré tout.
Maintenant, si toutes les conditions sont réunies, alors on va essayer d'accompagner cette première tétée. Et ça aussi, c'est intéressant que ça soit dans l'heure qui suit la naissance parce qu'à la naissance, notre bébé, il est chargé d'un cocktail hormonal qui s'appelle les catécholamines. Donc, il y a l'adrénaline, la noradrénaline et d'autres hormones qui font que tous ses sens et leurs réflexes sont particulièrement affûtés, particulièrement aux aguets, ce qui leur permet de beaucoup mieux s'accrocher au sein, beaucoup mieux téter. En plus de ça, il y a un point réflexe au niveau du palais qui fait que lorsque le mamelon vient appliquer sur le palais, eh bien ce point réflexe, c'est un point réflexe de succion, il va être activé. Et vu que leurs points réflexes sont particulièrement affûtés, ça va participer à cette première tétée. Et ce taux de catécholamine, il commence déjà à chuter dans les 30 minutes qui suivent la naissance. Et c'est souvent ce moment où, lorsqu'on fait un pot à pot ininterrompu, un pot à pot interrompu, je veux dire, c'est souvent ce moment où je vais vite prendre votre bébé, on va le peser, etc. On va faire ses premiers soins et puis on vous le rend. Sauf qu'en fait, c'est ce moment-là où on a notre bébé qui est le plus compétent pour venir s'accrocher au sein. Et en plus de ça, le fait d'aller le poser sur un matelas, etc., probablement on va le faire pleurer, donc on va lui faire perdre de l'énergie et donc il aura moins d'énergie pour ce qui est vraiment important, à savoir téter. On va le refroidir, donc ça veut dire qu'il va aussi devoir dépenser de l'énergie pour se réchauffer, donc avoir moins d'énergie pour pouvoir téter. On va peut-être induire une hypoglycémie aussi parce qu'il va devoir utiliser de l'énergie et donc avoir plus de difficultés à réguler son sucre. Et déjà là, on commence à perturber cet écosystème-là. Donc, dans l'idéal, ça fait même partie des recommandations de l'OMS, c'est que à la naissance, on pose le bébé en pot à pot sur la personne qui vient de le mettre au monde. On laisse le cordon intact de manière optimale. Donc moi, je ne parle pas de clampage tardif, je parle d'un clampage optimal parce que ça dépend. Chaque cordon n'est pas fait de la même façon. Donc on attend vraiment que ce cordon se soit vidé le plus possible de son sang avant de le clamper. Et puis, on laisse bébé et la personne qui vient de le mettre au monde se découvrir et instaurer cette première tétée. Et on ne commence réellement à faire des soins chez le bébé, quand tout va bien, évidemment, que à la fin de la première tétée. Avant ça, on les laisse se découvrir. C'est important pour l'allaitement et c'est important pour la lactation. Preach. Après, je sais que ça fait... typiquement, enfin, on en a déjà parlé, mais ça peut faire peur à des mamans qui ont, par exemple, une césarienne programmée. Et là, Cassandre peut nous parler de sa 3e césarienne. Ouais, du coup, c'était une césarienne participative et hyper bienveillante. Et du coup, à 9h02, elle est née. Jusqu'à 15h, elle était sur moi. En gros, on peut retarder les soins. On peut retarder. Ils me l'ont juste retiré à un moment pour... je sais même plus quoi, la peser peut-être, mais ils l'ont même pas mesuré et tout. Et après, ils me l'ont rendu, mais c'était vraiment bien après la première tétée. Et le pot à pot a duré hyper longtemps. Mais c'est important ce que tu dis sur la première demi-heure. Finalement, on s'en rend pas forcément compte parce qu'on a l'impression que on a le temps, mais voilà. Comme aujourd'hui, on dit oui, vous allez avoir 2 heures de pot à pot après l'accouchement. On se dit on a 2 heures. Non, en fait, c'est la première demi-heure est très importante. Oui. Donc, et ça passe très vite. Ouais, ça va vite. Ouais. Et par rapport à la césarienne, j'ai eu une césarienne aussi pour ma première. J'avais prévu un accouchement à domicile, j'ai eu une césarienne. Ça a fait un grand écart. Voilà. Et là, s'il y a moyen d'accompagner la lactation. S'il n'y a pas moyen d'accompagner l'allaitement, accompagnons la lactation. Et là, je pense qu'on va en reparler, mais là, l'expression manuelle rentre vraiment, commence à être vraiment très importante. Est-ce que tu observes souvent dans ta pratique que certaines difficultés viennent d'un démarrage un peu compliqué ? Alors, c'est compliqué parce que je pense que c'est vraiment multifactoriel. Je pense qu'il y a bien plus de difficultés que juste un pot à pot qu'on n'a pas respecté. Alors évidemment, justement, au vu des problèmes multifactoriels et systémiques, raison de plus, j'ai envie de dire, pour investir ce pot à pot, parce que ça, c'est facile, entre guillemets. Enfin, évidemment, quand tout va bien, ça, c'est quelque chose qui ne demande pas vraiment de connaissances et de compétences. Donc, on peut l'accompagner. Mais de manière générale, je pense qu'on connaît trop mal la physiologie de l'allaitement et la physiologie de la lactation, et donc on les accompagne mal. Moi, j'aime bien m'appuyer notamment sur les travaux de Suzanne Colson, qui a écrit notamment le livre « L'allaitement instinctif ». Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le titre du livre,
vraiment, encore une fois, je trouve que l'allaitement, c'est naturel, mais c'est pas instinctif. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais ce qu'elle dit, c'est vraiment intéressant. C'est que, en réalité, au démarrage de l'allaitement, le pot à pot devrait faire partie de la base du bébé. Être habillé, posé dans son lit, ça devrait être l'exception. Ça devrait être, bon, bah, je te pose dans ton lit, mon petit chat, parce que je vais prendre une douche, mais je reviens. Et le reste du temps, idéalement, il faudrait faire du pot à pot. Alors moi, je dis évidemment jamais en préparation à l'allaitement, tu dois faire du pot à pot tout le temps. Je nuance toujours. Mais si on s'intéresse vraiment à la physiologie de l'allaitement, dans l'idéal, il faudrait faire du pot à pot en continu, enfin, le plus possible, jusqu'à la montée de lait qui survient en moyenne 3 à 5 jours après la naissance. Pourquoi? Parce que le fait d'être en pot à pot, on va diminuer les dépenses énergétiques de son bébé. Et si on diminue ses dépenses énergétiques, il va lui rester plus d'énergie pour ce qui est vraiment important, à savoir téter. Et on sait que plus un bébé tète les premières heures et les premiers jours qui suivent la naissance, plus la personne qui allait a du lait, même 3-4 mois plus tard. Et donc il y a ça. Je pense qu'on ne respecte pas du tout assez la physiologie des bébés. On les habille beaucoup trop vite. Et même nous, dans notre pratique, après les 2 heures de pot à pot en continu, très souvent, on va nous-mêmes, je parle en tant que sage-femme hospitalière, on va nous-mêmes aller habiller les bébés et puis transférer la diade dans sa chambre avec un bébé qui est habillé. Je pense qu'on gagnerait beaucoup à transférer en pot à pot et ne pas venir induire cette coupure, parce que souvent, une fois que le bébé est habillé, il reste habillé. Ça devient vraiment rare qu'on le redéshabille. Donc il y a ça qu'on ne respecte pas, et il y a aussi vraiment les positions d'allaitement. On est beaucoup trop mal formé vraiment au positionnement d'allaitement. J'en parlais au tout début, on a tendance à allaiter en position madone classique. C'est la pire position pour démarrer. C'est une des positions les plus compliquées, et le problème, c'est que c'est celle qu'on voit le plus, parce que quand on allaite en extérieur, c'est évidemment la plus pratique. Mais en général, quand on allaite en extérieur, on a déjà un petit peu de bagage d'allaitement. On n'allaite pas en extérieur à J0. Et donc, naturellement, on sait un peu mieux repositionner son bébé, dire non, attends, là tu me fais mal. Et c'est même pas quelque chose qu'on peut expliquer. C'est quelque chose qu'on a pratiqué et qui fait qu'on réajuste. Mais du coup, on ne voit que des positions madone partout. Et donc, c'est l'image mentale qu'on a de l'allaitement. Et c'est comme ça que même nous, les sages-femmes, on a tendance à proposer l'allaitement. Et à partir de là, vraiment, c'est le début des ennuis, je trouve. Et toi, tu conseilles du coup de commencer comment? Alors, moi, je conseille la fameuse position dite physiologique de l'allaitement, voilà, la biological nurturing, la BN pour les intimes, que j'appelle pas du tout comme ça, parce qu'à chaque fois que je parle de la position physiologique de l'allaitement, les parents me regardent avec des yeux ronds comme des soucoupes. Oui, d'accord, qu'est-ce que c'est? Moi, j'appelle la position série télé préférée. Série voilà. télé préférée? La position série télé préférée. Je dis, voilà, comment est-ce que tu te mettrais dans ton canapé pour regarder la télé? Mais en général, on va pas s'asseoir tout droite sur une chaise, on va plutôt s'affaler, on va étendre ses jambes, on va se préparer un petit quelque chose à boire et à manger. Et faites la même chose pour l'allaitement. Voilà. J'aime bien. Et alors, on revient un peu aux premières heures. Donc souvent, on va avoir donc la maman affalée. J'étais sur ma série télé. On va poser le bébé donc en pot à pot, puisque c'est son habitat naturel, c'est là où ses besoins sont remplis, on l'a déjà dit. On entend parfois que à ce moment-là, et alors tu l'as parlé par rapport aux catécholamines et tout ça, que le bébé va ramper jusqu'au sein. Est-ce que tu conseilles de laisser faire ça, ou au contraire, ça peut le fatiguer et fait autrement? Alors, je le conseille pas forcément. Ça a beaucoup été mis en avant par pas mal de milieux de l'allaitement. Donc, c'est cette technique, on appelle ça le breast crawl, et l'idée, c'est vraiment de le laisser intégrer ses réflexes, de pouvoir les utiliser. Sauf que l'étude qui s'est penchée là-dessus, alors je ne me souviens plus en quelle année c'était, donc c'était Whitstrom, je pense, le nom de l'auteur. Déjà, c'est une toute petite étude. Il y a 28 bébés dans cette étude. Donc, c'est pas non plus énorme. Et sur ces 28 bébés, il y en a que 15 qui arrivent à la phase de l'allaitement.
ça fait presque 1 sur 2 qui échoue. Quand on sait l'importance de la première heure, de la première stimulation, 1 sur 2, moi je trouve que c'est pas un très, très bon taux de réussite pour quelque chose d'aussi important. Et donc, mon hypothèse, c'est que les bébés qui arrivent à faire ça, ce sont des bébés qui sont ultra compétents pour l'allaitement. Et donc, probablement que ça biaise un peu les statistiques. On se dit, ah bah super, ils ont fait leur breast crawl et du coup derrière, ça a été super bien, ils ont super bien réussi leur allaitement. Oui, mais c'est peut-être pas eux qui auraient vraiment besoin de soutien pour le démarrage de l'allaitement. Et c'est plutôt les bébés qui n'y sont pas arrivés qui potentiellement, eux, auraient vraiment eu besoin de cette première tétée et qu'on aurait probablement dû aider plutôt que de les laisser s'endormir avant d'arriver au sein. Donc voilà. Après, l'avantage de la position série télé préférée, c'est que finalement, si on pose bébé à la bonne adresse, comme dit Suzanne Conson, moi je dis à l'adresse de son restaurant préféré, mais ça revient exactement au même, eh bien il va pouvoir aussi utiliser ses réflexes, il ne va pas lutter contre la gravité et au final, ça rejoint un peu ce qui avait été dit dans cette étude-là, mais moi, je les laisse pas juste se débrouiller, quoi. Et d'ailleurs, très souvent, les personnes qui viennent d'enfanter, qui voient leur bébé un peu galérer à côté de leur sein, vont avoir envie d'aller les aider. Voilà, je veux dire, personne regarde son bébé galérer et dire débrouille-toi, c'est pas mon problème. C'est bien. Déjà, tu viens d'apprendre à respirer. Voilà, c'est ça. Non, on va spontanément avoir envie de lui faciliter la vie. Et moi, je pense que c'est important d'aller nourrir ça aussi chez la personne qui vient d'enfanter, de lui dire, en fait, si tu as envie de te repositionner, si tu as envie de prendre ton bébé, de le mettre autrement, vas-y, fais-le. Moi, de manière générale, ça devient très, très rare que je touche au bébé, à la personne qui vient d'enfanter. Je prends un gant, parce qu'on a toujours un gant à l'hôpital que je gonfle, j'en fais un ballon, je dessine une aréole au bic et je fais tout en hands-off, en montrant sur mon gant, justement pour ne pas les toucher. Et alors, quand la première tétée se réalise, moi j'aime bien vraiment mettre l'accent sur regarde, en fait, tu l'as fait toute seule. Je t'ai pas touché, j'ai pas touché ton bébé, c'est toi avec toutes tes compétences qui y est arrivé. Et je trouve ça important, je trouve que ça permet vraiment de gagner en confiance la fois d'après, de se dire bah ouais, en fait si je suis arrivée là, il y a aucune raison que j'y arrive pas après. Et du coup, comment accompagner concrètement cette première tétée pour qu'elle soit efficace et sereine? Tu nous en as déjà dit un petit peu là, mais si tu peux plus développer. Alors déjà, je pense que cette première tétée, elle se prépare en amont. Je pense que c'est important d'arriver à l'accouchement en ayant déjà un peu pris conscience de sa poitrine, pris conscience de la façon dont elle réagit quand on la prend en main, d'avoir compris, oui, un peu comment la tenir, parce que ça va aider à proposer, le sein à son bébé. De manière générale, une première tétée ne doit pas être douloureuse. Il peut y avoir un sentiment, même parfois vraiment désagréable au moment de l'accrochage, mais c'est censé vraiment diminuer, dans les 30 secondes, maximum 1 minute, qui suivent, la tétée. Et donc savoir comment proposer le sein à son bébé, vérifier que son bébé est bien positionné, ne pas avoir mal. Je pense que déjà, ça c'est important pour accompagner la première tétée. Et après, je voudrais aussi un peu qu'on démystifie cette première tétée. Parce que si elle ne se fait pas pour je ne sais pas quelle raison, pour je ne sais quelle raison, pardon, c'est pas grave. Bébé, il a pas spécialement besoin de tétée, c'est vraiment rattrapable, mais alors, par contre, il faut investir sa lactation. Et si on a eu un super long travail, qu'on est crevé ou je sais pas, qu'il y a une complication, qu'il y a une hémorragie ou qu'il y a une réanimation bébé, évidemment, cette première tétée, elle est à investir, mais vraiment, je voudrais la démystifier aussi, de dire c'est pas grave si elle se fait pas. Il y a d'autres stratégies pour accompagner l'allaitement, quoi. Ouais. Moi, j'avais du mal avec le terme tétée d'accueil, parce que mon fils ne l'a pas fait, typiquement. Ouais. Et, Comme Aurore dans ses postes. Ouais. Mais du coup, j'avais l'impression que je l'avais pas accueilli. Enfin, je sais pas, on avait tellement mis la pression sur la tétée d'accueil que je n'avais pas entendu, c'était il y a 6 ans, hein, j'avais pas la formation que j'ai, mais j'avais pas entendu que le pot à pot était important, que en fait, c'était ça
C'est là où ça Ouais. se jouait, en fait. Moi, j'étais obsédée par l'idée qu'il devait téter pendant les 2 heures qu'on m'octroyait en pot à pot avec mon fils, ce qu'il n'a pas fait. Et voilà, et Ouais. c'est parti. Enfin, voilà, du coup, le terme est très mal choisi, je trouve, l'importance qu'on y met aussi. Alors, si ça se passe bien, c'est très bien. Et le côté Ouais. accueil, en fait, on va tenter la tétée d'accueil. Non, mais trouvons autre chose. La première tétée, c'est très bien, mais voilà, si elle arrive plus tard, Oui. c'est pas très grave non plus, quoi. C'est ça. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je parle pas du tout, moi, de tétée d'accueil, parce que si on a choisi, par exemple, de ne jamais donner le sein, on accueille quand même son bébé, en Oui. fait. Je trouve que ce mot n'a aucun sens. Et effectivement, si cette première tétée ne se fait pas, par contre, si c'est possible, vraiment, alors on investit le pot à pot énormément. Et par contre, il faut stimuler ses seins. Ça, par contre, c'est une condition un peu sine qua non. C'est que ton bébé, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Mais par contre, vraiment, dans l'idéal, il faut stimuler tes seins. Eh bien, ça, je ne le savais pas. Et l'équipe non plus à l'époque. Voilà. Tu conseilles comment de stimuler ses seins? Alors, moi, en général, je conseille déjà de faire de l'expression manuelle en anténatal. C'est quelque chose qu'on peut commencer, on va dire à 37 semaines, même si dans les faits, souvent, je le conseille même un petit peu plus tôt. Mais il y a souvent cette crainte de oui, mais si on fait de l'expression manuelle avant 37 semaines, est-ce qu'on risque pas d'accoucher prématurément? Ça, c'est souvent l'angoisse même des gynécos, etc. Alors moi, je réponds toujours à ça en disant que la crainte derrière, c'est que on sécrète de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, mais c'est celle aussi qui fait qu'on a des contractions. Et effectivement, on sécrète de l'ocytocine quand on a une stimulation au niveau des seins, puisque c'est l'ocytocine qui va permettre aux alvéoles dans le sein de se contracter et de faire sortir le lait. Sauf que, a priori, quand on a a priori, en théorie, on est censé faire un bébé avec une personne qu'on aime. Donc, de l'ocytocine, on en sécrète quand même vraiment très régulièrement en cours de sa grossesse. Quand tout va bien, on a toujours le droit de faire l'amour, on a toujours le droit d'avoir des orgasmes à deux ou seul, où on sécrète beaucoup plus d'ocytocine qu'avec de la stimulation mammaire. Et c'est pas pour ça qu'on accouche. Heureusement. Et pourquoi est-ce qu'on n'accouche pas? C'est parce que, encore une fois, en théorie, les récepteurs à l'ocytocine sur l'utérus ne sont réellement matures que lorsque la grossesse est mature. Donc voilà, maintenant, effectivement, quand on le fait avant 37 semaines, j'appelle toujours à un peu d'auto-perception en disant, voilà, si vraiment tu as l'impression que tu as des contractions, que ça te fait vraiment contracter, alors fais pause et tu commences à 37 semaines tranquillement. Mais ça peut être intéressant dans certains contextes de menaces d'accouchement prématuré, à discuter avec l'équipe aussi. Mais c'est presque plus important dans ce contexte-là d'essayer de faire de l'expression anténatale, parce que si on arrive à avoir un peu de colostrum, donc le premier lait, eh bien, ça va permettre d'en donner à son bébé et c'est très intéressant. Mais donc, voilà, d'abord, pour moi, ça passe par un exercice il faut apprendre à faire de l'expression manuelle. Déjà parce que c'est pas forcément facile. Ça prend du temps de réussir à trouver la bonne technique qui fonctionne sur soi, etc. Et en plus de ça, c'est pas après qu'on va l'apprendre. Quand on est fatigué, quand on est dans une situation d'urgence, entre guillemets, parce que justement, cette première tétée ne se fait pas, c'est pas là qu'on va commencer à se dire « Ah si je faisais quelque chose que j'ai jamais fait de toute ma vie », c'est compliqué. D'autant plus que nos seins, avant l'accouchement, sont quand même un peu plus souples pour pouvoir pratiquer l'expression manuelle. Et c'est pas quand on est en pleine montée de lait ou juste après l'accouchement qu'on apprend ce geste. Je pense que c'est un peu plus compliqué, ouais. C'est ça. Alors, les seins, juste après l'accouchement, normalement, ils sont quand même toujours censés être souples. Mais de toute façon, on est fatigué. On a je sais pas combien d'heures de travail derrière nous, etc. Et en plus, si on a besoin de faire de l'expression manuelle, c'est que quelque chose ne se passe pas tout à fait comme prévu. Donc, en plus, on est dans quelque chose où moralement, psychologiquement, physiquement, ça peut être compliqué à agir. Autant que ça soit presque un automatisme, quoi, que ça soit un geste qui est acquis, qui est connu, parce que du coup, on se pose pas de questions, on sait comment ça fonctionne. Alors, parfois, on est dans un contexte où on se sent pas hyper méga à l'aise de faire de l'expression manuelle. Imaginons, je sais pas, on a eu une césarienne en urgence, on est en salle de réveil ou on est encore au bloc. Bon, si on a les mains attachées, là, c'est vraiment compliqué. Mais si on a les mains détachées, peut-être on n'est pas super à l'aise. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est pas grave. Allez juste faire un petit coucou à vos seins. Vous allez chipoter un peu les mamelons, passer sur votre blouse,
juste une petite stimulation, c'est déjà mieux que rien et ça permet de se sentir aussi dans l'action parce que souvent, quand on a une césarienne, on ne se sent pas très dans l'action. Ça peut même être assez difficile à vivre de se dire en fait là, on peut faire tout ce qu'on veut de moi. Moi, je peux pas m'occuper de mon bébé. Je suis coincée ici, j'ai le ventre ouvert, je suis encore groggy des produits. Ça permet de se focaliser sur quelque chose où là-dessus, au moins, on a du contrôle. Et cette expression manuelle anténatale, est-ce que tu peux nous dire, on a fait un épisode dessus, mais pourquoi c'est encore si peu connu ou si peu proposé? Eh ben, je sais pas trop, en fait. Je pense que d'abord, il y a beaucoup de peur. C'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. Non, mais on en parle plus massivement depuis très récemment. Et je pense qu'il y a toute cette notion de peur, voilà, d'accouchement prématuré, etc. Je pense qu'il y a aussi un peu cette peur de voler du lait à son bébé, que si on en sort maintenant, bah, il y en aura peut-être plus à la naissance. Alors là-dessus, vraiment, c'est une production qui est continue. Aucune inquiétude, tout ce qui n'est pas sorti des seins est réabsorbé par la circulation sanguine. Donc, au contraire, tout ce qui sort, c'est vraiment du bonus. Donc, profitons de ce bonus si on y arrive. Mais sinon, je pense que de manière générale, les formations autour de l'allaitement ne sont pas suffisamment poussées et approfondies. Hem Déjà sur, l'allaitement de base, en fait, ça ne l'est pas et l'expression manuelle alors ça commence, hein, notamment avec les initiatives Hôpital Ami des bébés. Là, l'expression manuelle anténatale, normalement, tous les hôpitaux labellisés IHAB sont censés, en parler durant la grossesse parce que ces hôpitaux-là savent que c'est important. Donc je pense que c'est une pratique qui tend à un peu plus se démocratiser, mais je pense que déjà, de manière générale, on ne parle pas assez d'allaitement en anténatal, tout court. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes aussi qui se disent: «Bah, je verrai bien un peu comment ça démarre et puis je verrai à ce moment-là si je dois me préparer ou pas». Alors que, bah, en fait, ça serait plutôt le schéma inverse et je pense que dans le suivi de grossesse, on met beaucoup l'accent sur la préparation à la naissance. Ça, de manière générale, les futurs parents se disent que c'est important, mais la préparation à l'allaitement, bah, il y a encore aussi cette notion de toute façon, allaiter, c'est naturel, c'est instinctif, ça va aller tout seul. Non, pas du tout. Enfin, pas forcément, ça peut, hein, mais pas forcément et voilà, je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'on ne le connaît pas assez. Maintenant, je sais pas si vous avez des pistes que je ne connais pas? Non, bah, en fait, moi, bah, du coup, enfin, alors ça remonte. Mon diplôme universitaire, il a 5 ans et on n'en parlait pas. Moi, j'ai Ouais. découvert il y a 2 ans, grâce à la sage-femme qu'on a interrogée autour de ça, parce que je fais partie d'un réseau de santé périnatale qui s'appelle Auréane et on avait une réunion annuelle entre bénévoles et elle me parle de ça et j'ai passé la soirée avec elle à l'écouter avec des grands yeux, quoi, parce que j'ai eu 2 enfants. J'ai pas accouché en hôpital IHAB, je n'avais jamais entendu parler. Cassandre, son troisième, bah, le deuxième, les 2 premiers aussi. Non, Non, si, les c'était 2 des premiers, IHAB, c'était en mais- clinique, mais ils m'en ont jamais parlé. Ouais. Et le troisième, ils en ont parlé, mais Ils pas. en ont parlé, mais sur le pas assez. prospectus. Et je suis arrivée avec ma petite glacière de seringues de colostrum. Ils m'ont dit: ah, ok, bah, on va les mettre dans le congélo. Après, j'en ai pas eu besoin, tout ça, mais ils étaient à disposition. Ils avaient noté mon nom, etc. Enfin, il y avait aucun souci. Mais c'est vrai que c'était pas. Ils n'avaient pas l'habitude de recevoir des mamans aussi qui faisaient ça, quoi. C'est ça. Après, ouais, ce qu'on a vu avec donc Caroline, qu'on a interrogée là-dessus, c'est qu'elle, pour le coup, elle a un super poste à Arras qui lui permet aussi de s'occuper vraiment bien de ça. C'est bien fait. Et d'être très proactive, en fait, dans la préparation à l'allaitement. Moi, je sais aussi pourquoi c'est le recueil du colostrum en anténatal est un peu galère, c'est parce qu'on ne trouve pas les pipettes adaptées. On revient dessus parce qu'on en parlait dans un épisode. Mais plein de sites où ils vendent la pipette mais pas le bouchon. Ou enfin, c'est hyper compliqué à obtenir. Donc je pense que pour développer ça, il faudrait qu'il y ait une formation, donc une préparation à l'allaitement dans les hôpitaux et qu'ils fournissent le matériel. À Arras, c'est le cas. Mais c'est un tout, en fait. Voilà. Sinon, c'est la croix et la bannière, quoi. Mais bon, mais rien que se former au geste, en fait, moi, c'est vrai que pour le coup, j'ai fait mes préparations à l'accouchement, dans lesquelles il y avait un module allaitement. Mais jamais de la vie, on a parlé de faire de l'expression manuelle, même ne serait-ce que s'habituer au geste, à se toucher les seins. Enfin, il n'y a pas du tout ça. Alors qu'on vous fait mettre à 4 pattes pour que votre mari voit comment il faut se mettre comme ci, comme ça.
Ouais. Mais jamais de ma vie, en préparation, on a dit, bon, bah voilà, même à travers le soutien-gorge, ce serait bien, les seins, de faire comme ci, comme ça. Je me suis pas touché les seins avant d'accoucher, en fait. Enfin, pour le coup, c'est fou. C'est ça. En tout cas, même si on recueille que quelques gouttes, eh ben, c'est pas grave. En fait, tu apprends déjà le geste et c'est déjà énorme, C'est je ça. trouve. Et du coup, comme tu dis, dans la panique, eh ben, tu sais le faire. C'est un automatisme, c'est ancré en toi. C'est ça. Et ça va bien se Exactement. passer. Ouais. Et c'est un geste qui peut être utile même après, parce que on a quand même régulièrement des bébés qui, les premières 24 heures ou les premières 48 heures, même si ces bébés vont très bien, sont nauséeux, régurgitent, n'ont pas spécialement envie de téter. C'est OK, on continue l'expression manuelle et puis voilà. C'est vraiment décorréler la lactation de l'allaitement et je trouve que c'est important. Nous aussi. Faire des épisodes là-dessus, j'adore. C'est ma nouvelle passion. Il y a un autre fait qui est important et que tu développes dans un de tes posts, et je voulais qu'on le rappelle ici, c'est le fait qu'il vaut mieux, pour un bon démarrage de l'allaitement, faire le premier pot à pot avec la maman, puis une fois la première tétée, on pourrait faire le pot à pot avec le papa. Bien sûr, ça c'est dans des situations où tout va bien, tout est OK pour la maman et le bébé, mais c'est vrai que des fois, le bébé né, hop, on le donne au papa pour que, vu que nous, pour l'impliquer un petit peu, mais en fait, c'est pas la bonne chose à faire forcément. C'est ça, effectivement. Oui, je crois que c'était 3 fausses bonnes idées pour votre allaitement et effectivement, bien sûr que quand la personne qui vient d'enfanter est pas en état de faire un pot à pot pour je ne sais quelle raison, alors évidemment, il vaut mieux que bébé soit contre le coparent, la coparente, évidemment. Maintenant, si tout le monde va bien, alors effectivement, on va plutôt privilégier le premier pot à pot sur la personne qui vient d'enfanter, justement pour les raisons qu'on a déjà évoquées, qui sont que la lactation va dépendre de cette première stimulation et que bébé va pouvoir du coup mieux s'accrocher et pouvoir un peu trouver son chemin, trouver sa place, et on va venir nourrir un peu la confiance de la dyade pour la suite de l'allaitement, en fait, tout simplement. Cette première tétée, quand on a un bébé qui est chargé en catécholamine, elle est beaucoup plus facile. De manière générale, on a un bébé qui sait précisément ce qu'il doit faire. Petite anecdote, on a donc le moment de la naissance, c'est le moment de notre vie où on a le plus de catécholamine. C'est-à-dire que même la personne qui vient d'enfanter a moins de catécholamine que son bébé. Donc vraiment, un bébé, il est chargé en catécholamine. C'est ça qui fait ce fameux regard des nouveau-nés que moi j'adore, être là pour observer ce premier regard, c'est juste incroyable. Regard de zèbre, d'ailleurs, sur Instagram, fait des photos extraordinaires de ce fameux premier regard, le proto-regard. Et donc, cette première tétée, normalement, vraiment, elle est censée bien se passer. Elle est censée être facile. Et c'est intéressant d'aller chercher cette facilité parce que derrière, ça peut être un peu plus compliqué. Et si on a ce souvenir de cette première tétée facile, ça met en confiance pour les suivantes. Et du coup, on entend souvent parler de tétée à la demande. On l'a déjà dit tout à l'heure. Pourquoi à la naissance, tu parles plutôt de tétée au premier signe d'éveil? Comme nous, d'ailleurs, on en a déjà parlé dans un épisode, mais si tu veux nous en dire plus. Oui, alors c'est vrai que moi j'ai tendance à dire que l'allaitement à la demande, c'est pas très clair. C'est quoi un bébé qui demande? D'ailleurs, souvent quand je demande aux parents, ils vont me dire il pleure. Et là, voilà, là c'est déjà un peu tard. Mais surtout, et ce que je dis moi aussi aux parents, c'est que même moi dont c'est le métier, en fait, je sais pas toujours si ton bébé il est en train de demander ou pas. C'est pas clair et donc moi je propose en général de ne pas se poser cette question-là et de se dire juste: «Il est réveillé, on va lui proposer le sein». Après on propose, il dispose, il est pas obligé de forcément téter. Mais on ne va pas attendre qu'il dépense de l'énergie. On va essayer qu'il garde toute son énergie pour ce qui est vraiment important, à savoir téter. Ceci dit, on m'a dit, à juste titre, je trouve, dans les commentaires, qu'il y a un peu trop de vocabulaire autour de ça et que ça participe au message contradictoire que les parents reçoivent. Il faut allaiter à la demande, pas du tout, il faut allaiter à l'éveil, pas du tout, il faut allaiter au premier signe. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et c'est vrai. Et moi, de manière générale, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si un conseil met le doute, c'est que c'est pas un bon conseil. C'est peut-être un très bon conseil dans 3 jours ou dans 3 semaines, mais là, tout de suite, c'est pas un bon conseil. Et en fait, s'il y a une formule
qui parle plus. Si en fait l'allaitement à la demande pour vous, c'est plus facile à comprendre, bah, restez sur un allaitement, à la demande. Moi dans ma pratique, j'ai le sentiment qu'un allaitement à l'éveil, c'est plus simple, à comprendre parce que voilà, mais en soi, même un bébé qui se réveille, c'est pas forcément toujours très clair. Des fois, il va s'agiter, il va ouvrir un œil et puis finalement il va se rendormir et puis on sait pas trop, et donc de manière générale, que ça soit avec cette appellation-là ou que ça soit avec tout le reste, prenez ce qui vous parle. Un vrai bon conseil, c'est un conseil où on se dit: «OK, ça fait sens pour moi, ça me paraît logique, je vais l'appliquer» et si un conseil vous fait dire: «Ah, je sais pas trop, peut-être, ah mais quand même cette personne est formée, cette personne sait peut-être mieux que moi», bah non, c'est que c'est pas un bon conseil. Un bon conseil, ça fait sens, c'est ancré et ça résonne. Ouais. Voilà. Moi, j'allais dans le doute. C'est-à-dire que ne sachant pas ce que mon bébé voulait, je le mettais tout le temps au sein. Dans le doute, Voilà, c'est bah, pas ça. Sur un bah, malentendu, Ah, franchement, ouais, c'est une très chouette formule ça aussi. marche. Moi, ça m'aide. À Après, l'aide dans le doute. sur l'allaitement à la demande, je pense que ça vient. Faut voir l'histoire de l'allaitement qui fait qu'au début du siècle dernier, il y a un homme qui s'appelle Trubikin qui avait voulu théoriser le rythme des bébés en disant qu'il fallait qu'ils mangent toutes les 3 heures et donc on ne nourrissait les bébés que toutes les 3 heures. Et Mmh. du coup, l'allaitement à la demande, c'est arrivé beaucoup plus tard où on a voulu se réapproprier le truc et de dire bah oui, c'est quand ils veulent. C'est pas toutes les C'est 3 heures, ça. faut pas attendre. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous parle peut-être pas. À l'époque de ma mère, je pense que ça lui parlait parce que c'était le moment C'est ça. où s'est réapproprié l'allaitement dans les années 80. Quoi. Mais bon. C'est ça. Mais à chaque fois, il faut voir les choses dans leur contexte. Ce qui a été dit à l'époque était probablement effectivement un immense bon conseil par rapport à ce qu'on faisait avant avec les bébés dans les pouponnières et qui étaient ramenés toutes les 3 heures. Et, mais c'est vrai que là, maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, finalement, on entend tellement de choses, il y a tellement de messages. Heu, Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous paraît logique. On s'en fiche de la formulation et ta formulation de allaitement dans le doute, je la trouve super parce que, en fait, ça fonctionne très bien. Je sais pas, bah, dans le doute, je Je propose me ça, sens, puis voilà. j'en veux pas, c'est que c'était pas ça. Ils étaient beaucoup au Voilà, sein, mes enfants. exactement. Mais bon. Bah, oui, bah, au début, un Au début, bébé, c'est leur place. voilà, exactement, ça t'aide beaucoup. Et alors, on voulait parler, parce qu'on parle de début d'allaitement, des difficultés fréquentes qu'on peut rencontrer en début d'allaitement. Ouais. C'est quoi, toi, les difficultés que tu rencontres le plus souvent dans les premiers jours? Alors, les 2 difficultés majeures, c'est, évidemment la douleur. Ça, c'est, le plus souvent ce qui revient, c'est, j'ai mal au sein et cetera et ça, dans l'immense majorité des cas, c'est parce que la position est à corriger. Et sinon, ben, en réalité, la difficulté majoritaire, c'est le: «J'ai pas de lait». J'ai les seins souples, mon bébé, alors surtout dans cette fameuse, nuit de Java, donc la fameuse deuxième nuit après l'accouchement où, on a un bébé qui est irrité, qui veut téter, puis qui en fait veut pas téter, on sait pas trop, on a mal au sein, et on a l'impression que notre bébé il est affamé et du coup on a tendance à se dire: «Ah j'ai pas de lait» et c'est souvent cette nuit-là qui est la plus à risque de supplémentation à la maternité parce que, en général, vers 4-5 heures du matin, un peu en détresse, on va appeler, pour demander du lait en poudre, parce qu'on a l'impression qu'on a un bébé affamé. Ça, ce sont les 2 difficultés majeures. D'accord. Et comment on va différencier ce qui relève du normal? Parce que typiquement, tu parlais de douleur. Alors, je sais que on martèle que l'allaitement ne doit pas faire mal, mais ça arrive qu'on ait un sentiment d'inconfort au début. Ou voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qui va relever du normal, pas que dans la douleur, hein, dans toutes les difficultés? Et qu'est-ce qui va nécessiter un accompagnement, d'après toi? Ouais. Alors déjà, si vous avez un doute, est-ce que c'est normal ou pas? Consultez. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, s'il y a un doute, il y a pas de doute. C'est déjà la 1re chose. Si vous dites: «Ah, je sais pas trop, je vais peut-être attendre que ça passe», non, on n'attend pas que ça passe, parce que si on attend que ça passe et ben, probablement qu'on va avoir une situation qui s'est aggravée et c'est encore plus compliqué après de résoudre le problème. Hem
De manière générale, la normalité, ça c'est un truc, j'ai un gros chapitre là-dessus dans mon atelier de préparation à l'allaitement où, je vais notamment parler des différents rythmes des bébés, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Donc ce qui est normal dans les fameux, pics de croissance, tétés groupés, nuit de Java et cetera, et comment est-ce qu'on fait la différence, entre les 2. Donc c'est normal déjà si ça passe. Donc alors, je viens de dire, n'attendez pas que ça passe, mais voilà, si on soupçonne par exemple un pic de croissance chez son bébé, on peut se laisser 2-3 jours pour voir un peu, ok, est-ce que la situation s'améliore? Si c'était un pic de croissance, normalement après 2-3 jours, c'est censé s'améliorer. Si ça ne passe pas à ce moment-là, on se dit pas, ah c'est peut-être un pic de croissance qui dure un peu plus longtemps. Non, on va consulter. Même chose effectivement au niveau de la douleur. Alors, c'est vrai qu'avec les hormones de la grossesse, on peut avoir les mamelons et l'aréole qui sont plus sensibles. Et ça, il peut y avoir du coup une sensation, parfois même ressentie comme douloureuse, vraiment au moment de l'accrochage. Si c'est au moment de l'accrochage et puis que bébé il commence à téter et il ne lâche pas le sein, après c'est censé diminuer. Si ça fait ça, alors ok, on est sur de la normalité. Par contre, moi ce que j'invite toujours à faire, c'est regarder votre mamelon à la fin de la tétée. Votre mamelon, il est censé être rond comme quand il est rentré. Si le mamelon, il est, déformé, plat, comme, en forme de bâton de rouge à lèvres ou qu'il a, changé de couleur ou je ne sais quoi, ça, c'est un petit signe d'alerte quand même, qui pour moi nécessite, d'aller consulter. Et alors je fais aussi beaucoup la différence, j'ai souvent tendance à dire, ça par exemple, donc un bébé qui réclame plus souvent un tété dans un pic de croissance, c'est normal. Normal ne veut pas dire que c'est facile. Je mets vraiment l'accent dessus parce que parfois on s'entend dire: «Ah c'est normal» et on se dit: «Bah ouais, mais c'est quand même vachement difficile». Oui, normal ne veut pas dire, que c'est facile. Hem Mais oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir, différencier, est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est pas normal? Et en même temps, je pense que de manière générale, on le sait. Quand, voilà, quand bébé a un pic de croissance, par exemple, oui, bon, il faut le traverser, mais de manière générale, on sait: «Ah tu tètes un peu plus» et cetera. Quand il y a quelque chose qui est pas normal, c'est un peu insidieux, on se pose vraiment des questions, on se dit: «Ah, je sais pas trop», on va envoyer un message à une copine pour, se rassurer et puis on va avoir la réponse de la copine et puis on va envoyer un autre message à une autre copine, pour dire exactement la même chose, pour voir qu'est-ce qu'elle me dit et puis malgré ces 2 réponses-là, si on a peut-être encore toujours un doute. Ça pour moi, c'est vraiment un signe qu'il faut consulter. En fait, encore une fois, il faut s'écouter, même Ouais, quand on ne sait pas trop ce qu'on pense, mais ça fait partie c'est ça. du truc. Et en même temps, c'est pas évident Ouais. de s'écouter parce que, on n'est pas outillé pour s'écouter et ça aussi, si vous avez l'impression que vous savez pas vous écouter, consultez parce que peut-être qu'on va justement, donner des outils qui vont vous permettre derrière d'avoir davantage confiance en votre allaitement, d'avoir davantage confiance en vos capacités à comprendre ce qui est en train de se passer et ça peut vraiment, pérenniser l'allaitement sur le long terme. Mm. Ça me fait penser, enfin là, tout cet épisode résonne un peu parce que cette semaine, j'ai alors accompagné de très loin une amie d'amis à qui on a donné mon numéro parce qu'elle vient d'accoucher un mois à l'avance. Et en fait, donc elle m'écrit, on a du mal à s'appeler parce que je bosse à la maternité. Et en fait, elle m'écrit, en fait, j'ai des questions, mais j'arrive pas trop à trouver les réponses à la maternité. Et donc, je finis par l'avoir au téléphone. Et en fait, toutes ces questions, c'était est-ce que c'est normal? Et c'est parce qu'en fait, donc elle n'avait pas eu de préparation. Elle me dit oui, je me suis dit que je voulais allaiter, mais je savais pas qu'il fallait se renseigner. Et puis comme il arrivait un mois à l'avance, j'ai pas trop préparé. Puis voilà. Puis en fait, alors du coup, je sais pas, il tète tout le temps. C'est normal? Oui. Je me réveille trempée dans mon lit, c'est normal? Oui. Et en fait, le fait de lui dire oui, en fait, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Lui expliquer un peu le rythme d'un nouveau-né. En fait, le lendemain, elle m'a écrit, elle m'a dit merci, en fait, ça va. Et bon, elle a de la chance, c'est que son allaitement s'est hyper bien lancé, voilà, malgré le fait qu'elle était un peu perdue au début et que je pense qu'elle n'a pas été très bien accompagnée. Ouais. Mais voilà, il y a beaucoup de ça, d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin de gens qui montrent et qui parlent de l'allaitement vrai. Ouais. Et voilà, et ça manque encore un petit peu. Nous, on baigne dedans dans les réseaux, mais en fait, on se rend compte que pourtant, une maman de mon âge, mais qui en est à son premier enfant, elle n'a pas eu les infos, quoi. C'est ça. Et vraiment, réussir à différencier ce qui est normal de ce qui ne l'est pas,
c'est un savoir qui est important dans l'allaitement, quel que soit le projet d'allaitement. Et donc, si on ne sait pas, bah, pour moi, c'est aussi une bonne raison de consulter, effectivement. Et bah, si c'est possible, de se préparer en amont, parce que du coup, ça répond à pas mal de questions. Et en plus de ça, bah, en amont, en général, même si la grossesse c'est fatigant, on a quand même un peu plus d'espace mental pour aller investir, réfléchir à ces questionnements, et cetera. Alors que, bah, quand on vient d'accoucher, qu'on a un tout petit bébé et qu'on est en pleine nuit de Java, on ne sait plus aligner de neurones et c'est pas c'est le clair. moment où on a besoin de recevoir des explications. Et on prend les meilleures décisions aussi. Ah oui, ça aussi. On ne prend jamais une grande décision à 3h du matin. Jamais pendant la nuit de C'est Java. pas de femme. Surtout dans la nuit de Java. Quitter son mari, ne pas allaiter, bref. C'est ça, exactement. C'est fini, j'abandonne tout le monde et je me casse. C'est Non. ça. Finalement, j'en veux plus. C'est Et ça, alors, j'ai on va changé. profiter de ton savoir. Est-ce que tu vas pouvoir nous donner des conseils clés pour un démarrage serein? Si tu devais donner quelques conseils pour bien démarrer, alors je pense qu'en écoutant l'épisode, on a quand même des pistes, mais lesquels seraient-ils? Faites de l'expression manuelle anténatale. Mm. Ça serait vraiment le premier conseil à donner, parce que c'est vraiment soutenant pour toute la suite. Déjà, si vous arrivez à avoir des seringues de colostrum, ça c'est super, parce que ça peut dépanner justement dans les nuits de Java ou pour une hypoglycémie ou ce genre de petits moments un peu compliqués qui peuvent, où on peut avoir envie de donner une supplémentation. Bah, si on a du colostrum, c'est super. Et en plus de ça, le fait de maîtriser le geste, ça permet simplement à la fin de la tétée de faire sortir une petite goutte de lait, de la tamponner, pas frotter, parce que frotter, ça peut créer des micro-irritations. Donc vraiment tamponner au niveau du mamelon. Rien que ça vient déjà protéger un peu le mamelon. Donc vraiment, investissez l'expression manuelle. S'il y a un truc à faire, c'est celui-là. La deuxième chose, c'est essayer de faire une préparation à l'allaitement. C'est un peu bateau, mais en réalité, je pense que d'avoir une vraie prépa à l'allaitement, où on ne se contente pas de vous montrer. Alors, il y a la position Madone classique, la position Madone inversée, il y a la rugby et position allongée sur le côté. Voilà, c'est bon. Une vraie préparation qui va vous expliquer les rythmes de votre bébé, comment est-ce qu'on positionne correctement un bébé, comment est-ce qu'on sait si son bébé est correctement positionné, comment est-ce qu'on sait si son bébé a tété efficacement, comment est-ce qu'on sait quand changer de sein, comment est-ce qu'on sait comment gérer un engorgement physiologique, donc une montée de lait, etc. Fait, toutes ces petites choses-là qui peuvent venir vraiment prendre la tête, si on est préparé à ça en amont, c'est déjà très bien. Alors moi, dans les petits tips que j'aime bien donner rapidement, ce sont les 3 grands principes de l'allaitement. C'est premier grand principe, c'est qu'un bébé, ça boit comme nous. Nous, on ne boit pas avec la tête rentrée sur notre poitrine, ni la tête tournée sur le côté. On boit avec notre tête bien alignée avec notre colonne et on boit en levant la tête. Les bébés, c'est pareil. Un bébé, pour pouvoir téter correctement, il doit faire une grande bouche. Et je vous invite à essayer d'ouvrir grand la bouche en ayant votre tête rentrée vers votre poitrine. Ça ne marche pas du tout. Si vous avez la tête droite et que vous ouvrez la bouche, c'est déjà un petit peu mieux. Par contre, si vous levez la tête, vous vous rendez compte que vous savez beaucoup mieux ouvrir la bouche. C'est pour ça que chez la dentiste, on a la tête levée, c'est parce qu'on sait mieux ouvrir la bouche. Et c'est pour ça que le premier principe, c'est vraiment d'avoir une tête bien levée, puisque c'est que comme ça que bébé va pouvoir faire une grande bouche. Et le troisième grand principe, c'est qu'à l'été, c'est pas censé faire mal. On en revient à ça, mais voilà, si déjà vous avez ces 3 grands principes en tête et de l'expression manuelle, c'est déjà franchement pas mal. Et quel message aimerais-tu faire passer aux parents qui doutent très tôt de leur capacité? Je pense que c'est vraiment normal de douter. Je pense que, de manière générale, le doute, il arrive avec les 2 barres sur le test de grossesse. Le doute et la culpabilité, ça fait vraiment partie du package. Il y a 2 barres sur un test de grossesse et ces 2 options-là arrivent tout de suite. Donc c'est normal de douter. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est que le doute commence à prendre toute la place. Douter, c'est normal. On doute tout le temps, on n'est jamais forcément sûr de prendre la bonne décision, de faire ce qu'il faut, et cetera. Mais de manière générale, dans notre quotidien, le doute, il est un peu là en filigrane, mais on a des choses qui viennent nous rassurer et puis on continue d'avancer, et cetera. Si le doute, il prend toute la place,
ne restez pas seul là-dedans. Si vous pouvez vous faire accompagner, vraiment faites-vous accompagner. Et c'est peut-être pas forcément au niveau de l'allaitement, hein, c'est peut-être juste au niveau de la santé mentale, le fait d'être soutenu en thérapie familiale ou en thérapie individuelle, le fait d'aller à des cercles de parole, le fait d'aller parler avec une doula, le fait d'avoir une sage-femme à domicile qui vient et qui vraiment écoute vos doutes. Ça peut être un très bon médecin généraliste ou une très bonne médecin généraliste. Bref, entourez-vous de personnes qui sont soutenantes pour que le doute arrête de prendre toute la place. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller reprendre un peu les bases. Ok, par exemple, un doute très classique, est-ce que j'ai assez de lait? Comment est-ce que je peux m'assurer que mon bébé, il reçoit assez de lait? Est-ce qu'il fait bien pipi? Est-ce qu'il fait bien caca? Est-ce que, je l'entends, déglutir quand il tète? Est-ce que sa courbe de poids est bonne? Oui. Bon, ben, c'est que j'ai assez de lait et probablement que, là, tout de suite, on est dans une situation qui est un peu plus compliquée. Peut-être c'est un pic de croissance et cetera. Mais, quand on a un doute, reprendre les choses qu'on peut contrôler et qu'on peut vérifier. Ça aide un peu à s'appuyer sur des bases un peu plus concrètes. Voilà. Et en tant que professionnel, qu'est-ce que toi, tu aimerais voir évoluer dans l'accompagnement des débuts de l'allaitement? Ah! Alors, Ça part en politique. alors oui, clairement, pour moi, la santé, ça devrait être un bien commun. Je pense qu'une vraie politique d'accompagnement de l'allaitement, ça devrait être un remboursement complet de tous les accompagnements, d'allaitement et un salaire correct pour les personnes qui accompagnent l'allaitement. Parce que, je ne sais pas comment c'est en France, mais je sais qu'en Belgique, par exemple, on a la possibilité d'avoir, d'être conventionné et du coup, d'avoir un remboursement intégral de nos consultations. Mais par exemple, la première consultation d'allaitement, elle est censée, durer 1 heure et demie. Elle est payée 60 € brut. C'est quand même franchement compliqué de pouvoir, vivre correctement, décemment en accompagnant l'allaitement, hem, avec un salaire comme ça. Donc je pense qu'il devrait vraiment y avoir une refonte à ce niveau-là. Je pense qu'on devrait, heu, changer la formation, d'allaitement, des professionnels. Pour moi, il faudrait davantage, de vraies physiopathologies parce que pour l'instant, on a vaguement de la physiologie de l'allaitement et encore, c'est souvent une description anatomique, des seins et voilà comment le lait est fabriqué et oui, c'est important de stimuler et d'extraire le lait, mais voilà, en gros, c'est ça, qu'on nous apprend. Alors peut-être que ça a évolué, depuis. Moi, je suis sortie de mes études en 2011, donc voilà, je fais mon mea culpa si ça a grandement évolué depuis, mais bon, dans les faits, en tout cas les retours, qu'on a, toutes ici, je pense qu'il y a encore, des progrès à faire et dissocier aussi, le enfin, pour moi, on prend la pathologie, de l'allaitement ou les pathologies de l'allaitement de manière beaucoup trop fragmentée. Pour moi, il faudrait vraiment faire de la physiopathologie, essayer de comprendre l'origine de la pathologie, remonter jusque-là, essayer de voir à quel moment, la physiologie, a été mise à mal et comment est-ce qu'on peut venir ressoutenir cette physiologie pour, heu, bah, éliminer cette pathologie ou en tout cas, essayer de la réduire. Hem, donc il y a ça et je pense que, en France, vous avez encore plus, le cas qu'en Belgique, c'est qu'on a de plus en plus de déserts médicaux et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des problématiques de l'allaitement qui ne peuvent se résoudre qu'en présentiel. Moi, je fais parfois des consultations en visio, mais quand je suspecte, un trouble de la succion, la visio, voilà, moi, il y a vraiment des situations où j'ai besoin d'avoir, un rendez-vous en présentiel, en fait, tout simplement et c'est vrai que parfois, j'ai des rendez-vous en visio avec des personnes qui n'ont personne, autour d'elles, il y avait une personne vaguement, spécialisée en allaitement qui a dit des trucs, qui étaient pas du tout compatibles avec, l'allaitement et elle se retrouve, complètement démunie. Comment est-ce qu'on accompagne, l'allaitement comme ça? Ça, c'est vraiment très compliqué. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose de vraiment politique et j'ai l'impression que
on se dirige pas trop vers... Pas dans le bon sens. Ouais, non, pas dans le bon sens. Nous, ça, parce que le président, il va envoyer une lettre à tous les gens qui ont 29 ans pour relancer la natalité. Donc, je pense que ça va résoudre tous les problèmes. Oui, ça va résoudre tous les problèmes et on va augmenter vraiment les taux d'allaitement. D'ailleurs, il va peut-être envoyer une lettre pour dire qu'il faut allaiter. Bah oui, évidemment. C'est la base. Et le problème sera résolu. Déjà, on a bien vu la grande cause du quinquennat, la sécurité des femmes, etc. Oui. Ça réussit. Voilà. Anyway, merci. Au revoir. C'était trop bien. Avec grand plaisir. Tu parles super bien. Tu t'en sors très bien pour un premier épisode, parce que notre premier épisode, on n'était pas aussi fluide. Merci beaucoup Aurore pour tous ces éclairages et ces conseils si précieux. Ce que l'on retient de notre échange, c'est que la mise en place de l'allaitement ne repose pas sur la performance ou la perfection, mais sur l'observation, l'accompagnement et la confiance, soutenus par des gestes simples et respectueux de la physiologie. Si vous écoutez cet épisode et que vous êtes en plein début d'allaitement, rappelez-vous. Vous n'êtes pas seul. Les difficultés ne sont pas un échec. Et de l'aide existe dès les premiers jours. Vous pouvez retrouver Aurore sur Instagram et via ses ressources en ligne. On vous met tous les liens en description. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.